puis merci pour cette invitation. Alors, on fait face à des problèmes techniques. Vous verrez qu'on va parler pas mal de techniques pendant cet exposé. On m'a demandé de parler de la signature interféron, pas des dosages d'interféron, de la signature interféron, ce qui en 20 minutes, je ne pouvais pas faire beaucoup plus que ça. On ne peut pas aborder toute l'évaluation de la voie interféron au cours du lupus. Donc, voici mes liens d'intérêt. En guise d'introduction, je dirais que l'interféron, notamment l'interféron alpha, c'est une molécule clé pour la physiopathologie de nombreuses maladies auto-immunes. La maladie phare étant le lupus, et surtout là-dedans qu'on en parle. Hein. C'est là où il y a les premiers essais thérapeutiques. Il y a eu les premiers essais thérapeutiques, l'utilisation la plus fréquente, mais ça touche beaucoup d'autres maladies auto-immunes. Donc, mon propos, ça va s'adresser aujourd'hui beaucoup au lupus et aux autres maladies auto-immunes par translation. La question est de savoir est-ce qu'on peut se servir du dosage des interférons, de l'interféron des interférons, pour évaluer l'activité, le diagnostic, le pronostic de ces maladies auto-immunes et notamment du lupus. Donc la première question qu'on pose, c'est comment on fait pour doser, pour évaluer les interférons et notamment l'interféron alpha dans la maladie. Il y a deux façons de faire. La première, c'est de doser directement la protéine. Vous voyez en dosant la cytokine, ce qui est extrêmement difficile à faire en pratique. On a des techniques, mais qui ne sont pas de distribution très large et qui posent des problèmes de disponibilité. L'autre façon de faire, et ce qui est curieusement un peu plus disponible, c'est non pas évaluer la cytokine, mais d'évaluer ses conséquences, c'est-à-dire l'expression des ARN messagers, des protéines qui sont apparues sous l'influence de l'expression des interférons de type 1, interférons de type 2 et interférons de type 3. Il y a 21 molécules dont la conséquence est globalement la même, d'induire la production de transcrits apparus sous l'influence des interférons et qui vont driver un effet antiviral, un effet antiprolifératif et l'effet sur le plan immunologique. Donc, on va parler de ça aujourd'hui, des interférons stimulated genes, ce qu'on appelle globalement la signature ou le score interféron pour évaluer les maladies à utiliser dans les maladies auto-immunes et notamment le lupus. Voilà le plan que je vais suivre. Comment mesurer la signature interféron type 1 en pratique? Est-ce que ça peut être un marqueur diagnostique de lupus, un marqueur d'activité de lupus, un biomarqueur de risque de rechute de lupus, une conclusion, puis quelques perspectives dont la longueur sera modulée par le temps qui va me rester. Comment mesurer la signature interféron en pratique? On a trois façons de faire. Il y a les anciennes façons qui étaient d'utiliser des micro-puces avec donc une technologie assez lourde, toujours multiplexée, ce qui est plus fait en pratique. Et on a deux façons modernes, soit de faire de la qPCR, donc la PCR quantitative sur les ARN messagers, donc ce qu'on appelle la RT-qPCR. Et puis, la façon encore plus moderne, c'est d'utiliser de la nanostring. C'est une technologie qui a comme intérêt de ne pas nécessiter d'amplification. Comme premier intérêt, c'est majeur. Et le deuxième, donc ça peut probablement diminuer les biais d'amplification au moment des phases initiales de préparation des échantillons. Le deuxième intérêt, c'est d'être automatisable. Et pour un usage en routine, c'est quand même majeur comme intérêt. L'expression, je vous la résume assez rapidement. Comment on fait pour exprimer? Qu'est-ce que c'est qu'un score interféron? Eh bien, en général, c'est la médiane d'expression relative des interférences stimulated genes chez les sujets testés. Donc, on a plusieurs gènes que l'on teste à façon pour en tester 2, 3, jusqu'à autant qu'on veut. Plus on en teste, plus c'est dur. On les rapporte aux gènes d'expression, ou ce qu'on appelle les gènes de ménage. On en choisit 2, 3, comme ça, c'est ce qu'on appelle de l'expression relative. Et on compare l'expression de ces différents interférons à une base de données de sujets sains qui ont été testés. Et on compare, on fait un rapport de ces médianes d'expression relative des ISGS chez les sujets testés par rapport aux sujets sains. Et en général, on exprime sur une échelle ou dans une unité, avec une transformation logarithmique pour aplatir les grosses différences qu'on peut voir dans ce genre de mesures. Pour vous donner un exemple de ce qu'a fait la signature qui est la plus utilisée, qui a été utilisée pour le développement des essais sur l'anifrolumab, c'est Yao qui avait développé à partir de 2009 une signature dont l'objectif c'était de pouvoir être utilisée dans les essais thérapeutiques. Il ne faut pas oublier ça, hein, dans les essais thérapeutiques sur l'anifrolumab. Donc, lui, il a développé une signature qui a été dit comme étant plutôt spécifique des interférons de type 1, donc ceux qui étaient sur la gauche, alpha, bêta, oméga, kappa et epsilon.
Comment on choisit les gènes que l'on prend? On part de 807 gènes qui sont des gènes qui sont induits par l'interféron alpha dans les leucocytes. Dedans, il y en a 110 que l'on sait surexprimer dans les transcriptomiques de patients lupiques, 161 que l'on sait comme étant inductibles par les sérums de patients lupiques et inhibables par l'anifrolumab. Et on se retrouve avec à la fin 77 gènes dedans, on sélectionne ceux qui sont le plus exprimés et on enlève ceux qui sont redondants et on arrive à une liste de 21 gènes dont on étudie l'expression chez chaque malade et que l'on compare à une expression d'un panel de sujets sains. Voilà, ça c'était de la RT-qPCR du TACMAN. Et quand on fait ça dans les cohortes de patients lupiques, on se rend compte donc que la signature, les scores sont augmentés chez les patients lupiques par rapport au sujet témoin. Ok, c'est pas une grosse surprise. Et ce qui est en revanche une surprise et ce qui va rester constant dans toutes les études qui seront faites après ces premiers travaux, c'est que la distribution des scores chez les patients lupiques n'est pas un continuum, c'est une bimodale. On a deux poules de patients avec des patients avec une expression faible qui ressemble, donc c'est ceux qui sont là, qui ressemblent à ceux des sujets sans lupus, et un deuxième pool de patients qui ont une expression qui est augmentée. On est toujours dans des ratios 20, 80, 30, 70. C'est toujours retrouvé dans toutes les études qui ont été faites après celle-là dans le lupus. Et ce qui fait qu'on a pu, à partir de ce moment-là, dégager dans la littérature et dans les essais thérapeutiques deux poules de patients, ceux qui sont interférons faibles, interférons low, donc à peu près des taux d'expression identiques à la population normale, avec dedans une certaine hétérogénéité. Il y en a qui expriment un peu plus fort que la normale. Donc, c'est ceux qui sont présentés là. Et puis des high qui ont une signature plus importante. Donc, 80, 70, 20, 30. Première remarque. Alors ensuite, les scores, on peut en développer autant qu'on a d'équipes et autant qu'on a d'idées. Ça va de scores de 3 à 21 là, pour la YAO. Puis ça, globalement, les scores qui sont utilisés utilisent souvent les mêmes gènes, mais pas toujours. On a des petites variantes. Les techniques de calcul du score sont un peu différentes. Mais globalement, quand on regarde l'expression, ils sont un peu interchangeables, c'est-à-dire quels que soient les gènes qui ont été, les transcrits qui ont été choisis pour faire l'analyse, globalement, il y a toujours une surexpression des scores chez les patients lupiques qui avoisine toujours des scores aux alentours de 10 par rapport au sujet sans lupus et avec toujours cette représentation bimodale. Peut-être que quand on regarde malade par malade, les scores sont pas identiques individuellement, mais globalement, les résultats sont à peu près toujours les mêmes. Les scores sont interchangeables, ce qui est quand même un peu rassurant sur leur intérêt en pratique. Quelques petites remarques techniques. Yao, comme il y avait 21 gènes et que c'était quand même casse-pied, a descendu son score de 21 à 4 gènes. Donc, vous voyez, c'est IFI 27, IFI 44, IFI 44L et RSA2, et a montré que utiliser 4 gènes dans ses mains, dans leurs mains à eux, était identique à utiliser 21 gènes, qui est quand même beaucoup plus rapide et facile que de multiplier l'expérience en faisant 5 fois plus de qPCR. Donc, on peut diminuer. Est-ce qu'on peut diminuer à 3, à 2? Probablement. Le problème, après, c'est qu'on tombe sur des écueils techniques où ce jour-là, la PCR n'a pas marché. Et donc, on peut se retrouver avec moins de sécurité. Utiliser 4, 5, 6 gènes, c'est quand même une certaine sécurité. Il y a probablement des variabilités aussi interindividuelles qui font que j'exprime pas forcément tous mes IFI de la même façon. Donc, il y a quand même, on peut pas descendre à 1. On peut pas faire une signature à un gène. Il faut quand même multiplier le nombre pour augmenter le risque de pas se tromper. Ça, c'est entre nos mains et aux mains de Lyon. En France, c'est les Lyonnais, Sébastien Vielle, qui a apporté ça depuis maintenant 5-6 ans. Il utilise la nanostring avec ces 6 gènes là qui sont inscrits, qui sont un peu les mêmes que les autres, mais ils sont un peu différents. Ils sont issus du score de Rice, qui avait été développé pour les maladies neurologiques, les interféronopathie, donc chez les enfants. Et donc, avec ces 6 scores, il a montré qu'en fait, il y a une certaine corrélation et qu'en fait, s'il fait son score en utilisant la qPCR ou bien la nanostring, il a une corrélation qui est tout à fait correcte, donc pour montrer qu'il y a une intervariabilité qui est faible et que les scores générés par différentes techniques sont corrélés entre eux. Et nous, on s'est comparé, on a monté la signature à la pitié en faisant de la qPCR, on n'a pas accès à la nanostring.
Et on a envoyé des échantillons en même temps à Lyon, où donc on a testé en parallèle chez nous en QPCR et à Lyon en nanostring. Vous voyez qu'il y a une corrélation qui est tout à fait correcte entre nos résultats, nos scores et les siens, avec un outsider, un ou deux outsiders. Et donc, en fait, on arrive à un outil consensuel. Ce qu'on voulait faire avec la FAI2R et les gens qui travaillent là-dessus en France, c'était de se dire, ben, on va développer un outil autant qu'on essaie tous d'utiliser le même, au moins au départ, pour qu'on puisse tous parler à peu près la même chose. Donc, en 2024, là, en début mars, sauf erreur de ma part, si quelqu'un a des infos supplémentaires, il me le dit, mais il y a 4 endroits en France où on va faire de la signature. Il y a Lyon qui fait ça en routine maintenant depuis très longtemps. Lille qui a utilisé la technique nanostring et depuis aussi depuis quelques mois. Nous, on a mis en place l'RTQPCR qui est fonctionnel et Strasbourg sont en train de le développer. Je ne sais pas s'il y a un autre, si quelqu'un peut venir me voir à la fin en me disant rajoute une ville. Voilà, alors peut-être que je pense que Cerba va le faire un jour, hein, de toute façon. À partir du moment où il y a une demande, il y aura de l'offre. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une utilité clinique? J'espère que vous me réinviterez parce que je ne sais pas être forcément négatif. En refaisant le topo, j'ai trouvé quand même une certaine utilité parce que bon, moi, je suis le premier utilisateur à le demander. Puis finalement, je me dis quand est-ce que je la demande? Ben, j'en ai pas eu pendant 4 ans et ça m'a pas tellement manqué. Donc, est-ce qu'il y a une utilité? Je dirais oui, une certaine. Alors, est-ce que c'est une utilité diagnostique? Non. Non, ça, c'est clair. Si 73% des patients lupiques ont une augmentation de la signature, ben, il y a 66% des DM, 61% des PM, un tiers des polyarthrites rhumatoïdes et 70% des sclérodermies systémiques qui ont une augmentation des transcrits interférons alpha dans leur sérum et également beaucoup dans leur tissu. Et puis, Lyon a republié leur expérience en associant celle de Lille. Et ils ont montré qu'en fait, on pouvait trouver de la signature interféron dans la Covid, dans les interféronopathies monogéniques, on comprend, dans le lupus, l'ADM, les arthrites chroniques juvéniles, le Sjögren, c'est pas là-dessus, mais on en trouve aussi, dans la maladie de Behçet, dans les PID. Enfin bref, donc il n'y a aucun intérêt diagnostique. Moi, je dirais plutôt qu'un intérêt diagnostique sur le nom de la maladie, ça peut en revanche nous aiguiller sur j'ai un malade qui a une activation de la voie interféron et ça m'oriente vers une interféronopathie de type 1 génétique ou bien une interféronopathie acquise, ce qui permet de nous orienter vers un sous-groupe de malades et peut-être un sous-groupe thérapeutique. C'est intéressant chez un malade qui a un tableau complexe neurologique et qu'il n'y a pas de signe auto-humain, si vous avez une signature interféron, ça va vous orienter vers une interféronopathie type 1. Les Écardy-Gouttière syndrome, leur première présentation, elle n'est pas immunologique, hein, elle est avant tout neurologique. Et donc cela, ça c'est un test diagnostique important chez eux. Maintenant, ce n'est pas avec une signature que vous allez faire la différence entre un lupus spontané et un lupus d'origine génétique, si le phénotype ressemble vraiment. Est-ce que ça peut être un biomarqueur d'activité, comme le C3 ou comme le phare? La réponse, elle est mixte. Dans les études transversales, je vous les résume, hein, l'expression des ISGS, des scores, est associée à l'activité globale. Que vous prenez un SLID, que vous prenez un BILAG, c'est associé, sans aucun doute. À certains phénotypes cliniques, les patients qui ont une atteinte rénale, qui ont une atteinte articulaire cutanée, qui ont une leucopénie, ont une signature plus importante que les autres. Bon, on balaye un peu toutes les atteintes cliniques, hein. En dehors de ça, il ne reste plus que les séreuses et puis les cytopénies autres que la leucopénie. Donc, en fait, ce n'est pas très intéressant. Certains phénotypes immunologiques, oui, ça c'est important pour la physiopathe. On sait que la signature est fortement associée à la présence anti-RNP, anti-SM, anti-SSA, donc les anticorps anti-ribonucléoprotéines. Aux donc avec un mécanisme physiopathologique peut-être en jeu, aux anti-ADN, aux C3-bas, qui sont des marqueurs d'activité. Ce qui est plus embêtant quand on parle d'activité, c'est qu'en fait, quand on regarde les analyses, cette analyse étant une méta-analyse de clustering, en fait, on se rend compte que plus que l'activité de la maladie, ce qui semble associé à la surexpression des interférons chez les patients, c'est un peu l'activité de la maladie, mais deux, l'origine géographique des ancêtres. Il y a une signature qui est très marquée chez les patients d'origine africaine et chez les patients d'origine asiatique. Et chez les lupus jeunes et chez les lupus avec un lupus récent. Donc, c'est plus des marqueurs, on va dire, démographiques ou d'origine de cause de la maladie que des marqueurs d'activité, ce qui vient perturber l'utilisation d'un score quand on a un malade en face de soi.
Alors, est-ce que ça peut être un biomarqueur de risque de rechute? Je prends un malade, s'il a une signature haute, est-ce qu'il va rechuter plus dans les semaines ou les mois qui viennent? La réponse, elle est mixte. Quand on regarde à utilité individuelle sur des études où il n'y a pas beaucoup de patients, la réponse, c'est non. Michel Petri a publié maintenant, il y a 10 ans, en prenant une petite cohorte, que quand elle suit l'expression longitudinale de ces patients qui ont une montée d'activité, un baseline, un slide eye qui est comme ça et qui monte au cours d'une poussée, ben le score, il bouge pas. Ça, c'est groupé, puis ça, c'est individu par individu. Donc, il y a une mauvaise corrélation, association clinique entre activité et score. Et Landolt de Marticora a montré à peu près la même chose d'une autre façon et sur un faible nombre d'individus, 13 qui ont des gros changements cliniques, ça monte et ça descend, 14 qui ont des faibles changements cliniques, ça monte et ça descend aussi, donc utilité clinique assez faible dans ce cadre-là. Quand on regarde avec des cohortes beaucoup plus importantes, les essais thérapeutiques sur le tabalumab où il y a 1760 patients, avec une signature qui comporte là cette fois-ci 34 gènes, eh bien oui, il y a un intérêt pronostic. Vous voyez, à titre individuel, ça ne l'a pas. Hein. Quand on prend 1700 lupiques, ça va, on les a pas tous sous le, on trouve pas ça sous le sabot d'un cheval. Et donc, au niveau individuel, quand j'ai un malade en face de moi, ça sert à pas grand-chose. Et je terminerai cette partie-là sur ce qui, à mon sens, est le plus intéressant, c'est cette cohorte longitudinale qui a été publiée il y a 2 ans, où les chercheurs, les cliniciens ont regardé l'expression des interférons à 2 ans d'intervalle. D'accord? Donc, vous avez un sous-groupe de patients qui ont un statut interféron, donc 205 patients qui ont un statut interféron, 129 qui avaient un statut interféron high, 90 qui sont retestés, et sur ces 90, il y en a 85 qui, 2 ans après, gardent un statut interféron fort. Quand vous partez d'un statut interféron faible, vous 63 malades, 62, il y en a 41 qui sont testés, il y en a 39 qui restent faibles. Donc en gros, quand on est dans son groupe, dans un camp, on y reste. Avec tous les changements thérapeutiques qu'il y a dedans. Et ils ont montré que si vous avez une signature interféron stable, haute, pendant toute l'étude, par rapport à un statut interféron faible pendant toute l'étude, ben, vous avez un SLID qui est significativement augmenté et vous êtes moins souvent en faible activité de la maladie. D'accord? Comme si la présence de cette signature isolait un sous-groupe de malades qui est plus actif que les autres. Et vous verrez ça dans la conclusion. Donc, pour conclure, l'utilité, l'intérêt pratique de la signature interféron à titre individuel, il n'y a pas d'intérêt diagnostique. Alors, montrer la surexpression interféron dans un tableau clinique complexe, d'autant plus que maintenant, on commence à avoir des traitements anti-interférons. Donc ça peut être intéressant dans les tableaux neurologiques. Un intérêt pronostic limité au niveau individuel. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que la variabilité du statut SGS dans le lupus systémique est faible. L'expression des ISGS est en général stable à moyen terme et n'est pas corrélée à l'activité du lupus à titre individuel. Même si elle l'est, si je fais des bolus de médrol, je vais négativer ma signature. Mais si je ne change pas mon traitement de fond, dans un mois, elle sera revenue à son taux antérieur. Elle reflète l'existence de sous-groupes distincts interféron élevé versus faible, height versus low et c'est 80 versus 20. Probablement, c'est 2 physiopathes de la maladie différentes. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'un statut, et ça c'est là où il peut y avoir l'utilité clinique, c'est qu'un statut interféron élevé est associé à une maladie qui est cliniquement active, qui l'a été ou qui va l'être. D'accord? C'est un sous-groupe de malades qui est plus actif et qui va aller moins bien. Peut-être que c'est eux qui doivent bénéficier d'un traitement un peu plus agressif. Alors, dans les perspectives, quelque chose qui est, à mon sens, plus intéressant, c'est est-ce qu'on peut servir de la signature pour décider de quel sous-groupe on traite avec des anti-interférons ou non? Pour l'instant, j'aimerais bien dire oui. Pour l'instant, il n'y a pas de données. Il y a les données en analyse post-hoc, les analyses anifrolumab, où on a poolé les tulipes 1 et 2. Et vous voyez que les patients qui ont les interférons, une signature haute, ont un traitement qui est un effet de l'anifrolumab qui est très en faveur, alors que les patients qui sont interférons low répondent pas à l'anifrolumab. Le seul problème, c'est que vous voyez, on a 10 fois moins de malades et donc en fait, on n'a pas la puissance statistique pour conclure. Ça, c'est la première réponse. On aimerait bien que oui, mais pour l'instant, on ne sait pas. Toujours est-il que pour l'instant, on ne sert pas de la signature pour décider ou non si on met un patient ou pas sous anifrolumab. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. C'est la division des malades en quartile de réponse d'abaissement de la signature interféron. Vous avez un quartile qui baisse 52%, donc c'est pareil, c'est les études poolées anifrolumab à 150 et 300 mg. Vous baissez de 52% la signature, de 52 à 85%, de 85 à 93. Au-dessus de 93, vous avez 3 beaux groupes de malades et vous voyez que plus vous augmentez
la suppression de la signature, plus vous avez un effet, et on arrive carrément à un doublement de dose, entre 38 de mon répondeur au Bicla versus 60 à la fin, versus 30% chez le témoin. Donc, c'est comme si on pouvait se servir de ça pour dire j'ai réussi à neutraliser ou pas ma signature. Et si je ne réussis pas à neutraliser, ben, au lieu de lui faire 300, je vais lui faire 400 ou 450 d'anifro. Pour l'instant, c'est pas fait, ça. Hein. C'est 300 à tout le monde, on ne discute pas. Mais on pourrait éventuellement évaluer ça, ou bien avec d'autres thérapeutiques. Et puis, ben voilà, je peux arrêter. Après, c'est pour les questions, c'est pour les descriptions. On peut, c'est pour les perspectives. Probablement qu'on s'est trompé de gène ou on se trompe de gène sur ceux qu'on utilise pour faire la signature. Laurent Chiche et Noémie Jour de Chiche avaient très bien montré qu'en fait, il y a des gènes qui sont très sensibles à l'interféron qui sont up-régulés tout le temps, 24-24 chez tous les malades tout le temps, et puis il y en a qui montent et qui descendent en fonction de l'activité. Donc c'est dans ceux-là qu'il faut choisir pour faire la signature. Et puis pour terminer, nous on est des grands adeptes du dosage de la protéine directement. Le 6 mois, c'est aussi sensible que la signature et c'est beaucoup plus maniable parce que c'est du dosage, c'est standardisable. Et puis on a des chiffres, on a des picogrammes, même des phantogrammes par email et donc on peut discuter sur des chiffres, faire des choses de comparatifs. Le problème, c'est que c'est une technologie qui est quand même lourde et ça fait 6 mois qu'on attend les plaques qu'on a commandées il y a 6 mois. Donc voilà, c'est pas d'utilité clinique pour l'instant. Voilà, je vous remercie et puis je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous aurez. Merci pour la qualité de votre exposé. On a 8 minutes pour les questions. Là-bas, là-bas. Christophe. J'avais une question sur les traitements. Ça a été un petit peu évoqué, mais est-ce qu'on a des idées plus précises de l'influence d'une corticothérapie tout bonnement sur la signature ou d'autres traitements éventuellement? Alors oui, c'est ce qui avait été publié d'ailleurs dans le premier article, l'article sur la signature, le GXMed il y a 20 ans. Son premier titre, c'était le Solu-Medrol neutralise la signature interféron. Puis comme après ils se sont dit, bah ça va peut-être pas être vendeur si on fait des biothérapies. Le titre a été changé en disant la signature interféron. Mais là, alors la corticothérapie neutralise la signature et d'autant plus qu'on fait des corticoïdes fortes doses. Et tous les articles qui ont été publiés après montrent que les bolus ça neutralise. Puis après, quand on revient à une corticothérapie péros, c'est d'autant plus qu'on baisse, on voit la signature qui se rallume en fait. Hein. Donc les fortes doses de corticoïdes neutralisent la signature à court terme. Il y a des données sur l'anifro, ça neutralise tout de suite hein, quand on le fait. Et puis, il y a les immunosuppresseurs, on ne sait pas bien. Le plaquenil, ça fait baisser l'interféron, mais ça n'a pas été étudié avec la signature. Donc oui, ça baisse. Le problème, c'est qu'on est là-dedans, c'est-à-dire qu'on est dans une très, très grande sensibilité de la signature qui fait qu'en fait, entre des signatures à 25 et à 35, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Peut-être, mais on n'arrive pas à le savoir. On sature tout de suite, en fait, la sensibilité. Et donc, voir si avec un peu de plaquenil, on passe d'une signature à 35 à 15, ça, personne ne le sait. Peut-être, mais on ne sait pas. Quand on fait des bolus de Solu-Medrol, on passe à 0 de signature, enfin à 1. J'avais une deuxième petite question, c'était concernant les sous-types de patients lupiques, le côté neuro, mais dans les écardies gouttières ou les interféronopathies, il y a pas mal de lupus engelure. Oui. Est-ce que ça, c'est un point particulier qui pourrait être développé? Oui. Alors, il y a deux choses. Le lupus dermatologique est très associé à l'interféron. C'est probablement pas une surprise si c'est ce qui marche le mieux pour la nifrolumab. Hein. Et deuxièmement, dans les lupus cutanés, on a François Chassé bosse dessus en ce moment, et le sous-type de lupus qui a produit le plus d'interférences, c'est le lupus engelure. Voilà, tout s'en donne. Hein. Le discoïde, un lupus cutané isolé, sans qu'il y ait d'atteinte systémique d'antinucléaire, a dans sa circulation une signature, une augmentation des interférons. Et dans les lupus, c'est l'engelure, qui est quand même pas fréquent, et 2, le discoïde. Et tous, ils en ont autrement. Merci beaucoup, Alexis. Une petite question sur finalement ce que tu dis sur les perspectives d'utilisation et notamment de pouvoir mieux stratifier les patients, ceux qui bénéficieraient le plus d'une stratégie anti-interféron. Dans les solutions là que tu proposes entre signature interféron, 6 mois et en fait
presque tout bêtement, regarder le statut auto-anticorps. Est-ce que tu as des idées, notamment dans le Sjögren, une analyse post-doc avec le Filgo qui montre que si on stratifie sur signature, cette fois-ci interféron, il y a un petit signal positif. La réponse pratique, c'est que, on n'a pas accès au dosage 6 mois en pratique. On a accès, nous on fait tous les jours du dosage en bioassay, ce qui est ici, là au-dessus, là, hein. C'est ça. Et ça, c'est clairement pas assez sensible. C'est très bien, c'est de routine, mais c'est pas assez sensible. Donc on peut pas, parce qu'on passe après à côté de malades qui ont de l'interféron. Donc la seule chose qui est utilisable en pratique pour l'instant, c'est la signature, qui est justement, maintenant, il y a des labos publics qui le font, et donc je pense que c'est ça qu'il faut utiliser. Est-ce qu'il faut passer le pas et dire si mon malade n'a pas de signature, je lui fais pas le traitement? C'est discutable. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on sélectionne pour l'instant pour donner les biothérapies. Est-ce qu'il faudrait le faire? Il n'y a pas de données, il n'y a pas assez de données. Est-ce que ça sera fait plus tard? Peut-être, mais après, il y a toujours le problème de la représentativité. Les transcrits qui sont dans le sang, c'est peut-être pas ceux qui sont au sein de l'articulation. Peut-être qu'il y a une surexpression locale de cytokines dans les articulations qui n'est pas dans le sang. Et donc, ma signature dans le sang, c'est... Je peux quand même essayer le médicament et si ça ne marche pas, j'arrête. Moi, je suis dans cette option-là, moi. Mais en tout cas, si on n'a pas... C'est un peu comme le tocilizumab quand tu as un malade qui est non-inflammatoire. Quand même, ça marche pas, ça marche moins. Le problème, c'est de définir un seuil, non? Parce que en fait, vous expliquez bien que tout le monde est positif, et après, c'est à partir de quel... Tout le monde n'est pas positif. Oui, enfin, ils sont quand même un petit peu plus haut que... Ouais. Et donc, du coup, à partir de quel seuil on se dit, c'est moins relevant, quoi. Les seuils dans les laboratoires actuellement sont rendus très bas, c'est-à-dire qu'on est soit inférieur à 3 normal ou inférieur à 2 normal, ou soit supérieur à 3, on est en signature interféron, même si on n'a que 5. Et donc, probablement que 5, c'est pas pareil que 90. Hein. À 90, on est très mal. Mais...